Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur le plaidoyer pour l'accès au vaccin contre la COVID-19, pendant lequel nous allons entendre de nombreuses expériences de travailleurs et travailleuses de l'économie informelle à travers le monde. Nous avons ici le soutien de HomeNet, StreamNet et bien sûr WeGo. Nous allons avoir des présentations du Mouvement national des récupérateurs de matériaux recyclables du Brésil, de l'Organisation des récupérateurs africains d'Afrique du Sud, du, nous allons avoir aussi des représentants du Mouvement des travailleurs exclus d'Argentine, de l'Union du personnel domestique auxiliaire d'Argentine également, et de la Chambre des associations zimbabwéennes de l'économie informelle du Zimbabwe. Avec ce webinaire, nous voulons vous donner une vue d'ensemble sur l'accès au vaccin à la COVID-19 et vous expliquer pourquoi c'est tellement important de donner cet accès aux travailleurs de l'informel pour la relance économique. Nous voulons aussi créer un espace pour les travailleurs de partager leur expérience en termes de plaidoyer pour l'accès à la vaccination. Et nous voulons aussi lancer une conversation au sein du réseau WeGo et au-delà sur la manière dont nous pouvons soutenir les travailleurs lorsqu'il s'agit de s'engager dans le plaidoyer pour le vaccin. Voici le programme. Nous avons passé un peu plus de temps sur les instructions pour l'interprétation et nous avons aussi fait quelques points logistiques, mais nous allons maintenant passer au vif du sujet. Nous allons d'abord vous expliquer brièvement ce qu'est WeGo, quel est son travail, comment son réseau fonctionne et vous expliquer aussi ce que nous faisons en explorant l'impact de la pandémie sur les travailleurs de l'informel. Ensuite, nous allons vous donner une vue d'ensemble rapide sur l'accès au vaccin et nous allons voir pourquoi c'est important pour les travailleurs de l'informel et pour la relance économique. Et puis, nous allons passer au cœur de ce webinaire, la partie la plus importante, à savoir le partage d'expériences de nos travailleurs de l'informel. Et puis, nous allons clore ce webinaire par une session de questions-réponses. Alors, WeGo est un réseau global qui regroupe des organisations de travailleurs de l'informel, de chercheurs et de praticiens du développement. Pardon. Nous sommes présents dans plus de 40 pays et nous travaillons avec 4 groupes principaux, à savoir les récupérateurs de matériaux, les vendeurs de rue, les travailleuses domestiques et les travailleurs à domicile. Alors, nos partenaires sont StreetNet International, HomeNet International, la Fédération des travailleuses domestiques internationales, l'Alliance globale des récupérateurs de matériaux et l'Association des femmes indépendantes, CEWA. Et ce sont des organisations qui sont membres de notre réseau. Christy, je te rends la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christy et je travaille avec Federico chez WeGo et je vais vous parler un peu de la manière dont la pandémie a impacté les travailleurs. Donc, WeGo a mené des recherches dans 12 villes à travers le monde et nous avons impliqué les travailleurs eux-mêmes, les organisations de travailleurs de notre réseau pour explorer, étudier l'impact de la pandémie sur les travailleurs. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu différents types d'impacts. Premièrement, il y a eu un impact sur la santé des travailleurs. Pendant la première partie de nos recherches l'année dernière, nous avons remarqué que les symptômes de la COVID-19 étaient présents chez dans près de 22% des foyers des travailleurs, particulièrement dans les villes très touchées par la pandémie. Donc, c'est entre 1/5 et 1/4 des travailleurs qui ont été touchés.
Les travailleurs ont aussi beaucoup parlé de risques de plus en plus présents, de risques sanitaires quand ils travaillent, quand ils donnent leurs services, offrent leurs services et leurs produits. Donc, nous avons aussi quelques statistiques. On peut voir que 61% des récupérateurs de matériaux ont affirmé avoir de plus en plus de risques sanitaires et nous avons vu un pourcentage de 97% à Ahmedabad en Inde, de 92% à Lima au Pérou et de 81% à Durban en Afrique du Sud. Donc c'est un pourcentage très élevé. Nous avons aussi vu un autre impact, à savoir la perte de la capacité à travailler, c'est-à-dire 74% des travailleurs n'ont pas pu travailler en avril 2020 à cause de la pandémie. Et bien sûr, quand vous ne pouvez pas travailler, eh bien, vous perdez aussi vos revenus. Et donc, pendant les premiers confinements, on a vu que les travailleurs ne gagnaient que 19% de ce qu'ils gagnaient avant la pandémie, donc moins de 20%, moins d'un cinquième. Et après ces premiers confinements, les travailleurs ne pouvaient quand même gagner que 56% de ce qu'ils gagnaient avant la COVID. Donc vraiment, la pandémie a eu un impact énorme en termes sanitaires et en termes économiques. Parlons maintenant d'une perspective beaucoup plus globale sur l'accès au vaccin. On sait que la COVID a eu un impact très important sur les travailleurs de l'informel et les vaccins ont vraiment, euh, sont vraiment un outil important pour sortir de cette pandémie. Mais ça reste un vrai problème parce qu'il y a des inégalités très profondes au niveau mondial en termes de répartition de la vaccination. Voici la carte la plus à jour. Elle a été mise à jour ce matin. Et vous pouvez voir les inégalités qui existent dans le monde en termes de vaccination, de taux de vaccination. Donc, le vert le plus foncé, c'est en fait là où il y a les taux de vaccination les plus élevés. Et les pays en vert clair, voire en presque blanc, eh bien, c'est là qu'il y a les taux de vaccination les plus faibles. Donc, comme vous pouvez le voir, les pays du Nord ont majoritairement eu accès au vaccin, alors que la plupart des pays africains, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et certaines parties de l'Amérique latine, on peut vraiment voir que l'accès à la vaccination a été très, très faible. Alors pourquoi est-ce que tout cela est important? Eh bien, un faible taux de vaccination mène à plus de risques d'infection de COVID. Et puisque l'on n'a pas beaucoup de protection, eh bien, cela encourage aussi le développement et la propagation de nouveaux variants. Et cela crée beaucoup d'incertitudes qui, en, qui perturbent la relance économique au niveau national et international. Et ceci est particulièrement important pour les travailleurs parce que la plupart des travailleurs pauvres vivent dans ces pays qui n'ont pas accès au vaccin contre la COVID-19. Donc, il s'agit ici d'une perspective relativement négative et très troublante, mais c'est la perspective réelle de ce qu'il se passe pour les travailleurs de l'informel. Chez Wigo, nous avons beaucoup parlé de ce problème et nous nous sommes engagés pour le plaidoyer de cette question. Et avec Wigo, nous soutenons deux plateformes différentes en signant des appels à action, des appels à participation aussi. Nous avons la campagne du vaccin pour tous, The People's Vaccine Campaign. C'est en fait une campagne globale qui est lancée par Oxfam et qui est soutenue par de nombreux ministères, présidents, diplomates, gouvernements, agences internationales et organisations internationales aussi. Nous avons aussi l'Alliance du vaccin de Gavi, qui est un ensemble d'organisations de la société civile. Et puis, nous avons aussi les féministes pour un vaccin pour tous, qui est une campagne
menée par le réseau du tiers-monde et qui vise à développer des stratégies alternatives. Et ceci est très important parce qu'ils ont vraiment mis en avant les perspectives des féministes des pays du Sud, ce qui est fondamental pour les questions d'accès à la médecine et aux médicaments, parce qu'il y a de nombreux discours sur cette question qui n'analyse pas l'impact de la race, de l'ethnicité, des revenus, de la richesse, de la géographie, de l'identité de genre, de l'orientation non sexuelle, des handicaps, etc. Alors que ce sont des analyses fondamentales dont nous avons besoin lorsque nous parlons de ces questions. Et donc, cette campagne est très importante et nous sommes engagés à leur côté pour cette campagne. Lorsque les vaccins arrivent dans les pays, il y a quand même des obstacles auxquels font face les travailleurs de l'informel. Et on le sait parce que nous avons des partenaires sur le terrain. Comme vous le voyez ici à l'écran, vous avez un screenshot de la plateforme d'enregistrement en ligne pour le vaccin en Inde. Donc, quand vous pouvez recevoir le vaccin, vous devez prendre rendez-vous en utilisant ce site Internet, cette plateforme. Et en fait, c'est un problème pour de nombreuses personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à Internet du tout ou qui ont une très mauvaise connexion Internet. Et bien sûr, cela a un impact sur de nombreux travailleurs de l'informel. Mais il y a d'autres obstacles. Par exemple, si les centres de vaccination sont situés très loin de là où les gens travaillent ou vivent, si le coût de voyage jusqu'à ce centre de vaccination est trop élevé, c'est un problème aussi. Parfois, on peut voir des centres de vaccination qui n'ont pas des heures d'ouverture qui sont assez flexibles. Ils sont simplement ouverts au milieu de la journée. Ils ne sont pas ouverts très tôt le matin ou très tard le soir. Et cela, bien sûr, a un impact sur la possibilité d'accès aux cliniques. Nous avons aussi remarqué des cas d'exclusion de migrants sans papier ou de travailleurs sans papier qui se retrouvent exclus des programmes de vaccination. Et bien sûr aussi, quand vous n'avez pas de papier, eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces programmes et même de s'enregistrer pour la vaccination. Il y a aussi le fait que parfois certains travailleurs sont discriminés à cause de leur caste ou de leurs origines ethniques. Et puis, dernier élément, mais pas des moindres, il y a aussi des travailleurs qui n'ont pas de protection sociale, y compris des assurances maladie. Et cela représente un véritable obstacle. Vous voulez avoir accès au vaccin, mais vous avez peut-être peur des effets secondaires qui vous empêcheront de travailler pendant quelques heures ou quelques jours. Et cela impliquerait, une perte de revenus. Et ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes n'ont pas accès au vaccin, ne peuvent pas avoir accès au vaccin. Donc, nous avons créé différents messages clés pour chacun de nos 4 groupes, nos 4 secteurs clés. Et ces messages expliquent pourquoi il est fondamental de protéger les travailleurs grâce au vaccin pendant la pandémie. Nous allons commencer avec les travailleuses domestiques. En réalité, les travailleuses domestiques ont vraiment réduit la crise des soins qui a été créée par la pandémie en s'occupant des enfants, des personnes âgées et des personnes malades. Et elles ont été principalement exposées à des risques élevés du COVID-19. Et donc, le vaccin aiderait vraiment à les protéger du virus et permettrait aussi de promouvoir des conditions de travail beaucoup plus stables. Pour ce qui est des vendeurs de rue, des marchands ambulants, eh bien, c'est la même chose.
les vendeurs de rue font face à un risque plus élevé de contracter le virus, mais ils jouent aussi un rôle clé dans la sécurité alimentaire en offrant des fruits, des légumes frais et d'autres produits frais. Mais ils ont aussi fait face à des schémas de travail très perturbés à cause de la pandémie et des mesures sanitaires qui ont été prises. Et en plus, ils ont fait face à énormément de harcèlement. Et tout cela a mené à un véritable risque pour leurs moyens de subsistance et leur santé. Ils font aujourd'hui face à une sécurité financière immense et donc, la vaccination les aiderait à avoir une plus grande protection et nous aiderait aussi à stabiliser leurs conditions de travail. Je vais rendre la parole à Federico maintenant. Alors, nous avons maintenant les récupérateurs de matériaux, pardon, qui ont continué à offrir le service et même s'ils ne sont pas reconnus officiellement, ils ont continué à travailler et ils sont confrontés à la COVID-19 en protégeant l'ensemble de la population. Et donc, c'est pour cela qu'ils doivent être protégés par le gouvernement et les habitants en eux-mêmes. La vaccination leur offrirait donc une protection contre le virus tout en, leur, euh, tout en, les, ne les empêchant pas de continuer à travailler. Prochaine slide. Et les travailleurs à domicile sont eux aussi des acteurs clés. Cela a été difficile pour eux, particulièrement en ce qui concernait la façon dont la pandémie a été prise en charge dans certains endroits. Ils ont fait face à de nombreux obstacles et cela crée un vrai problème d'insécurité financière. La vaccination permettrait d'arriver à la fin de la pandémie plus vite et leur permettrait de pouvoir retourner au travail. À vous, Christy, pour le message clé. Donc, quel est le message clé? Eh bien, les travailleurs informels de l'économie informelle sont des travailleurs de première ligne, comme cela a été dit. Leur situation est particulièrement difficile dans la pandémie puisqu'ils ont eu des mauvais impacts sur leurs moyens de subsistance et sur leur santé. Il y a 2 milliards de travailleurs informels à travers le monde et ils sont essentiels pour la reprise économique. Et si on ne les protège pas de la COVID-19, alors nous, en tant que société, en tant que collectivité, nous ne sommes pas protégés. Et si nous ne sommes pas protégés, alors la pandémie sera plus longue et la reprise économique prendra plus longtemps. Donc, grosso modo, la vaccination pour les travailleurs de l'informel est un investissement qui nous permettrait de contrôler la pandémie de façon à ce que les travailleurs puissent continuer à fournir leur travail et leurs services, de façon à ce que tout le monde puisse être en sécurité. Maintenant que nous avons donné un aperçu rapide des défis auxquels fait face Ouigo en matière de vaccination pour les employés, nous pensons qu'il est important de donner la parole à différentes personnes pour qu'elles nous expliquent quelle est leur expérience de plaidoyer pour les vaccins, etc. Donc, nous aimerions beaucoup vous inviter à écouter leur histoire. Nous avons 6 travailleuses avec nous aujourd'hui de tout secteur. Je suis vraiment ravie qu'elles soient là. Et donc, j'aimerais demander à Déborah Contreras de parler en premier. Déborah est déléguée de l'équipe de promotrices de santé du mouvement de travailleuses exclues, le MTE, et de l'Union des travailleuses de l'économie populaire, l'UTEP, et elle vient d'Argentine.
Oui, je vais partager mon écran, pardon, avec votre présentation, Déborah. Donnez-moi une petite minute. Confirmez-moi que vous voyez bien l'écran des débits, s'il vous plaît. Très bien, allez-y. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, je suis Déborah de l'équipe de santé du MTE et de l'UTLAB. Et nous, pendant la pandémie, on a fait face à de nombreux problèmes. Dans le milieu populaire, les choses ont beaucoup changé. Il y avait des personnes qui vivaient ensemble et qui ne pouvaient pas suivre les mesures d'isolement. Si une personne avait la Covid, alors l'autre personne ne pouvait pas travailler. Nous avions des travailleurs de l'informel qui étaient obligés de sortir malgré tout pour pouvoir survivre. Il y avait des personnes aussi qui étaient, eux, obligés de rester à la maison, quoi qu'il en soit. Et cela a augmenté pour nous cette vague de la pandémie. Cela nous a obligés à manquer de revenus. Nous avons été obligés de limiter notre nourriture. Ce qui était embêtant aussi, c'était que on nous a demandé de rester à la maison. Nous avons des camarades qui subissent dans leur foyer des violences de genre. Donc ça a été très compliqué. Il a fallu que nous intervenions. Beaucoup de nos camarades ont été touchés pendant la période de pandémie, car elles faisaient face à ces situations de violence. Ce qui a été important pour nous, c'est vraiment de commencer à sortir. Il y a eu un déclic pour pouvoir demander le vaccin pour nous. Nous nous sommes dit, voilà, il y avait un manque d'informations à ce sujet-là. Et nous nous sommes dit, il faut que nous sortions pour résoudre ce problème-là. Et la question qui s'est posée, c'est comment est-ce que nous pouvons faire, nous, depuis notre organisation, sur ce sujet-là. Et donc, nous avons commencé ce que l'on a appelé la collaboration avec l'État sur différents sujets, à différents niveaux, local, provincial et national. Nous avons des camarades qui ont été obligés de travailler 2 fois plus pour soutenir notre communauté. Et ça, c'était avant que nous puissions, qu'il y ait le vaccin du Covid. Au niveau national, on nous a offert des formations sur le thème du vaccin. Nous avons suivi ces formations, mais nous avons aussi dû nous adapter à nos territoires, à nos camarades. Il a fallu que nous adaptions notre contenu aux différentes camarades qui venaient de différentes régions. Là, sur la photo, vous voyez certaines de nos camarades qui font partie aussi du pôle santé dans différentes régions. Nous avons donc assumé le rôle de promoteur et promotrice de la santé. Nous avons essayé de rassurer tout le monde en expliquant qu'il fallait se faire vacciner. Nous sommes sortis dans la rue avec des flyers, avec des documents d'information. Nous nous sommes rencontrés tous les 15 jours pour travailler sur notre stratégie, pour réfléchir
aux différentes problématiques qui correspondaient aux différentes régions que nous couvrions. Il y a certaines personnes qui avaient des travaux, des travails qui étaient encore stables, et nous avions aussi des camarades qui avaient complètement perdu leur emploi. Nous avons aussi travaillé sur l'encouragement d'aller se faire vacciner, parce que c'est quand même un thème qui est très important. Nous avons fait de la sensibilisation sur ce sujet-là, puisque c'est très important. L'État nous a permis de collaborer sur ce sujet-là. On a pu montrer qu'on était tout de même essentiel à la reprise économique et que donc on avait besoin du vaccin, qu'il était important qu'on soit pris en considération. Et le but du jeu, c'était d'attendre que notre tour de vaccination arrive, mais finalement, on n'a jamais vraiment reçu cette réponse qu'on attendait, qui confirmait qu'on était essentiel et qu'on avait besoin d'être vacciné aussi. Nous avons eu de nombreuses difficultés liées à cette situation. Certains d'entre nous ont perdu leurs grands-parents, par exemple. Nous avons donc fourni beaucoup de travail et on ne nous reconnaissait malgré tout pas comme des personnes fondamentales, je dirais. Donc, comme je vous le disais, on a fait des demandes directes à l'État à ce niveau-là, puis nous nous sommes organisés entre nous pour créer du matériel de diffusion interne pour faire de la sensibilisation sur l'importance de la vaccination. Et nous avons également créé des éléments de soins pour pouvoir les partager avec nos camarades d'autres sections, des kits sanitaires avec différents produits sanitaires à l'intérieur. Dans quel état est-ce que la pandémie nous a laissé? Eh bien, nous sommes bien organisés, bien sûr. Nous avons investi plus sur le thème de la santé. L'important en ce moment, c'est vraiment la santé. Nous parlons de santé depuis longtemps. Mais on a ensuite compris que la santé, ça passe aussi par le fait d'avoir de l'eau disponible dans son foyer pour pouvoir se laver les mains. Il y a des foyers dans lesquels il n'y a pas d'eau. Et dans notre quartier, il y avait aussi, comme je le disais tout à l'heure, des problèmes. On avait des personnes qui vivaient à 5 ou 6 dans une pièce et qui ne pouvaient pas s'isoler. Et la santé, c'est aussi quelque chose sur laquelle il faut travailler au niveau national. Ça a été reconnu à un certain niveau. Par exemple, on a eu cette formation que nous avons tous suivie. Il y a eu un certain niveau de reconnaissance de l'État à différents niveaux. Mais ce serait bien que nous puissions continuer à collaborer avec l'État et les promoteurs et promotrices de santé, surtout en ce qui concerne la pandémie sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déby, pour cette présentation. C'était formidable. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant donner la parole à notre collègue Aline Sousa de Silva. Elle est présidente de SENTCOP. Elle est représentante du district fédéral dans le comité national du Mouvement national des récupérateurs de matériaux recyclables, MNCR. Elle est aussi coordinatrice du secrétariat national des femmes et de la jeunesse d'Unicatadores au Brésil.
Elle assume beaucoup de leadership au niveau d'Amérique latine. Elle fait partie de différents réseaux. Aline, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je vais partager sur mon écran votre présentation. Bonjour, je m'appelle Aline Sousa. Et je suis membre du réseau SEDCOP. Et je fais partie d'une coopérative qui représente de nombreux récupérateurs de matériaux. Et je fais aussi partie du secrétariat national de femmes et de la jeunesse d'Unificadores au Brésil. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour m'avoir invitée. Je vous remercie d'inclure les récupérateurs de matériaux ici. Je suis vraiment ravie d'être ici. C'est une bonne chose de pouvoir contribuer à cette réunion avec nos expériences. Nous avons vécu la pandémie de très près en tant que récupérateurs de matériaux, récupératrices. Et ça a été particulièrement compliqué pour nous aussi d'avoir accès au vaccin. Nous avons quelques photos ici. Vous pouvez voir le processus de vaccination pour nous. Et avant d'arriver ici aujourd'hui avec ces photos sur cette diapositive, nous avons subi beaucoup de souffrances. Il y a eu un gros impact de la pandémie sur tout le monde, mais aussi en particulier pour nous, récupérateurs de matériaux. C'est une situation assez triste. Je voudrais vous raconter ce processus pour nous. Tout a commencé à travers la pandémie, quand nos emplois ont été supprimés, de nombreux récupérateurs et récupératrices de matériaux ont été forcés à arrêter de travailler. Ils ont été obligés d'arrêter de sortir. Donc, que pouvions-nous faire avec une telle chute de l'emploi? Comment pouvions-nous survivre? Heureusement, il y a des personnes, des institutions qui ont réalisé qu'on ne travaillait pas, donc ils ont lancé de nombreuses campagnes pour pouvoir récolter des ressources et de la nourriture. Donc ces actions de solidarité ont en fait sauvé nos frères et nos sœurs parce que nous avons reçu de la nourriture de façon à ce que nos familles puissent survivre. Mais nous avons aussi dû payer notre loyer, nous avons dû payer différents services. Donc, nous avions besoin d'argent, pas seulement de nourriture. Et malheureusement, avec le confinement, les récupérateurs et récupératrices de matériaux qui ne faisaient que cela comme travail, eh bien, ils ont fait face à une situation très difficile. Nous avons donc dû trouver une façon de permettre à ces récupérateurs de matériaux de retourner au travail. Nous avons cessé de travailler pendant 150 jours et cela a suffi pour montrer que tout le monde souffrait de cette situation, l'environnement et la population mondiale. Donc, nous nous sommes rapprochés du gouvernement pour proposer un plan d'adaptation pour pouvoir prévenir les problèmes liés aux récupérateurs de matériaux pour qu'ils puissent retourner travailler. Heureusement, ce plan a fonctionné. Il a été soumis à l'approbation du gouvernement. Et après l'analyse et l'approbation de ce plan, nous avons pu retourner au travail. Cela nous a permis de retrouver notre dignité, vous savez, parce que pendant la pandémie, ça a été très difficile pour nous. Le fait de pouvoir retourner travailler, c'était un vrai soulagement pour nous. Il a fallu bien sûr suivre certaines mesures d'adaptation quand nous sommes retournés au travail, ce qui concerne la récupération des matériaux elles-mêmes. Les récupérateurs ont soulevé le fait qu'il était très important pour eux d'utiliser
des outils de protection. Certains d'entre eux, au début, étaient réticents à l'idée de porter des masques et de certains uniformes. Au début, nombre d'entre eux ne voulaient pas se protéger. Mais maintenant, ils ont compris qu'il était important pour eux de protéger leur santé et leur vie. Il était très important, dans le contexte de la pandémie, pour eux d'utiliser toutes ces mesures de protection et ils l'ont compris. C'est quelque chose de fondamental pour nous en tant que récupérateurs et récupératrices, de façon générale, quoi qu'il en soit, de porter des équipements de protection. Nous travaillions déjà avant la pandémie et nous réfléchissions à comment séparer les différents types de matériaux. Et maintenant, nous sommes passés à un différent discours, celui de réfléchir à ce qu'il faut faire des matériaux liés à la pandémie. Que faire des masques de protection qui ont été jetés, dans quel sac les jeter. Tout ça, ça a été une toute nouvelle discussion. Et cela a été souligné par la pandémie que notre travail était particulièrement précaire pour nous, les récupérateurs et récupératrices. Donc, nous avons dû changer énormément de choses que nous faisions avant. Comme vous le voyez sur cette photo, il y a eu nombre d'entre nous qui ont pu retourner au travail, mais pour ce faire, nous avons réalisé qu'il fallait que nous passions des tests, que nous subissions des tests, pardon, pour pouvoir continuer à travailler. Nous avons obligé certains travailleurs à passer ces tests-là pour s'assurer qu'ils pouvaient effectivement continuer à travailler, de façon à limiter les risques de santé. Nous avons donc mis en place des systèmes de tests pour la COVID-19. Nous avons fait plus de 1000 tests et nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre eux étaient asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils étaient malades, mais ils ne le savaient pas. Nous avons seulement eu un cas de récupératrice qui est décédée de la COVID, mais elle n'était pas active, elle était en isolement. Heureusement, au Brésil, il y a eu très peu de cas de décès liés à la COVID chez les récupératrices et dans notre coopérative à nous, il n'y a donc eu que ce seul cas-là. Donc, suite à cela, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous fassions plus pour pouvoir avoir accès au vaccin. Nous sommes dirigés vers le ministère de la Santé, vers différentes autorités gouvernementales, afin de leur montrer à quel point il était important pour nous d'être vaccinés. Nous devions montrer que c'était une priorité que les récupérateurs de matériaux soient vaccinés. Nous pouvons faire de notre mieux si nous sommes protégés. Si nous ne sommes pas protégés, nous ne pouvons pas travailler. Et si nous ne travaillons pas, il y aura donc plus de déchets, notamment des déchets domestiques, mais aussi des déchets liés aux hôpitaux qui peuvent être infectés et qui sont donc dangereux. Et c'est là la raison pour laquelle nous devons être prioritaires dans les lignes de vaccination. C'est important pour protéger nos travailleurs. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous avons travaillé avec des avocats qui nous ont permis d'aider certains récupérateurs à être inclus sur les listes d'attente, parce qu'avant cela, les récupérateurs n'étaient jamais vus comme une priorité. Nous avons fait passer ces tests justement pour montrer qu'il fallait que nous soyons priorisés sur les listes d'attente du vaccin. Et il y a eu plus de 1500 récupérateurs de matériaux qui ont pu avoir accès au vaccin, ce qui était une très bonne chose. Mais malheureusement, d'ici là,
avant cela, il y a tout de même eu beaucoup de personnes qui ont perdu des personnes dans leurs entourages. Donc, même suite à la vaccination, il y avait beaucoup de personnes qui ont pleuré de douleur parce qu'ils se disaient, voilà, ma mère, mon père, mon ami auraient pu survivre si il ou elle avait été vacciné. Parce qu'au Brésil, beaucoup de personnes étaient considérées comme prioritaires sur la liste des vaccinations, mais ils n'ont pas été considérés comme prioritaires au tout début. Et ils ont donc raté cette opportunité d'être vaccinés. Il faut que nous réfléchissions à ce qui est le plus important. Le plus important, c'est la vie. Et au Brésil, le vaccin n'a pas été pris suffisamment au sérieux, surtout au tout début. C'est devenu une question politique et de nombreux récupérateurs de matériaux ont souffert à cause de ces très tristes situations qui ont lieu avant de pouvoir recevoir le vaccin. Donc, la situation au Brésil était vraiment très triste. Beaucoup de récupérateurs ont été touchés par cette pandémie sur le plan sanitaire, sur le plan économique, le plan professionnel. Il y aura des générations qui vont souffrir énormément après cette pandémie, mais qui auront aussi beaucoup appris. De façon générale, c'est une situation qui a eu un impact très négatif sur notre secteur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Merci de m'avoir invité. Nous, les récupérateurs et récupératrices, nous sommes tous très solidaires avec toutes les catégories de travailleurs de l'informel parce que nous savons que les travailleurs sont responsables dans nos secteurs et que nous sommes très importants pour la santé de notre économie, de notre environnement. Nous créons du profit quand nous permettons d'utiliser nos ressources comme il se doit. Voilà, je voulais simplement vous remercier encore une fois. Et oui, nous avons effectivement beaucoup de solidarité, pas seulement parmi les récupérateurs, mais avec tous les réseaux de travailleurs de l'informel. Maintenant, nous allons passer la parole à Wisborne Malaya, qui est le représentant de la Chambre des associations zimbabwéennes de l'économie informelle du Zimbabwe. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup, Federico. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de faire partie de la famille des travailleurs de l'informel. C'est formidable de pouvoir partager notre expérience dans cette situation de Covid-19. Je vais essayer de partager mon écran avec vous cet après-midi, si vous pouvez me permettre de partager mon écran. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, je vais rapidement partager avec vous ce qu'il s'est passé. La pandémie a été une grande surprise pour tous les travailleurs de l'économie informelle. Nous avons donc essayé de convaincre le gouvernement de mettre en place des mesures. Et ces mesures, malheureusement, ont été très difficiles pour les travailleurs de l'informel. Ça a été donc un passage très difficile.
Donc, je vais partager avec vous différentes notes. Tout d'abord, je vais vous dire que nous avons encouragé les membres de notre réseau à se vacciner grâce à nos plateformes, nos différentes plateformes WhatsApp, nos groupes WhatsApp. Nous avons aussi créé des groupes WhatsApp leadership. Nous avons également un groupe WhatsApp de secrétariat. Et je vous montre que c'est grâce à ces groupes WhatsApp que nous avons réussi à propager les informations. Et cela nous a permis de parler de vaccination. C'était une très bonne stratégie pour propager de l'information à travers nos différents réseaux, à travers notre réseau. D'un total de 460 leaders territoriaux et nationaux, nous avons réussi à obtenir la vaccination de 391 personnes. Et cela incluait des personnes en situation de handicap et des jeunes qui se trouvaient en situation de leadership. Certains leaders ne sont toujours pas vaccinés, mais nous avons tout de même une majorité des leaders des dirigeants qui sont vaccinés. Nous avons souligné l'importance de la vaccination auprès de nos différents membres et nous vivons dans différentes communautés disséminées un peu partout. Et donc, nous encourageons aussi les différents dirigeants à eux-mêmes encourager les membres de leur communauté à se vacciner. Nous avons également dessiné un flyer pour promouvoir la vaccination et nous l'avons partagé sur nos différentes plateformes. Et une partie de cette communication, c'est effectivement d'encourager les personnes à se faire vacciner. C'est ce que nous avons cherché à faire avec ce flyer. Nous avons également décidé de faire passer notre message à travers de la musique. Nous avons demandé à un membre jeune de créer un support lié à la promotion de la vaccination sous forme de jingle. Toujours dans le but d'encourager nos différents membres à être vaccinés. Nous avons aussi des témoignages individuels de différentes personnes, de différents dirigeants. En ce qui concerne leur expérience de la vaccination, on les a filmés. Le but est de dire à toutes ces personnes qui sont hésitantes, qui ont peur, de leur dire ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison d'hésiter. Et de leur dire, voilà, nous nous sommes fait vacciner, il n'y a pas de souci. Et c'est une façon de communiquer qui était assez novatrice. Et nous avons aussi proposé aux différents membres de se faire vacciner directement sur les places de marché. C'était
une façon de faciliter l'accès, encore une fois, au vaccin. Nous avons fait face à différents défis. L'un d'entre eux est les croyances religieuses. Il y a certains dogmes qui ne reconnaissent pas les vaccins, qui n'y croient pas. Certains membres de notre communauté suivent ces dogmes-là. Nous avons donc essayé de faire circuler des informations en expliquant bien que malheureusement, la Covid-19 avait tué un grand nombre de personnes au Zimbabwe. Nous avons aussi eu des problèmes liés aux fake news qui circulaient parfois sur les médias. Nous avons eu des personnes qui avaient peur de l'inconnu. Il y a également eu des problèmes d'accès aux personnes qui habitaient dans des zones rurales. En ce qui concerne les obligations sur notre territoire, la vaccination est en train de devenir obligatoire pour pouvoir avoir accès à des espaces publics clés, tels que les églises. Donc, de façon générale, les choses sont en train de changer. En ce qui concerne le programme de vaccination. Encore une petite minute. Je vous montre une photo de notre vice-président, M. Chiwanga. Et il présentait le programme de vaccination. Et cela montre que notre gouvernement soutient la vaccination pour les vendeurs de rue. Il y avait un slogan qui était en anglais « No vaccination, no table », pas de vaccination, pas de table. Et la table là représentait les plateformes d'échange pour les vendeurs de rue, donc l'endroit où ils travaillaient. Donc le but était donc encore une fois d'encourager les vendeurs de rue à aller se faire vacciner. Voici le flyer que nous avons dessiné récemment pour promouvoir la vaccination. Nous l'avons partagé sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Nous essayons tout simplement de jouer notre rôle, qui est celui aujourd'hui de promouvoir la vaccination auprès d'un maximum de personnes dans notre réseau. Et nous avons donc ces 4 étapes clés que les membres de notre réseau devraient suivre. Se vacciner, suivre les différentes mesures de protection, etc. Et voilà, je ne sais pas si on peut écouter aussi le jingle dont je vous parlais tout à l'heure, que l'on a créé pour promouvoir la vaccination. Cela fait partie donc de cette campagne de vaccination. Le voilà. ichangobva kundifonera zvikanzi denda iri zvatiomera tapindirwa nehosha prevention yakakosha mwana wese chiyanda tifamba uzvichengetedze isu tazviramba haingatirwise foma weka karemara shandira
sanitize. Wash your hands using running water. Maintain social distance and always mask up. Yes, encourages all informal workers to be vaccinated. There is 90% chance of survival. Always remember, prevention begins with you. Don't be another statistic. Comply to COVID safety precautions as prescribed by the state. Fellow Zimbabwe partners, here values your life. Thank you for listening to this message. Stay safe. Ok, pour une question de temps, je viens de couper la musique parce que la dernière partie est moins intéressante. Mais voilà le message que l'on essaye de partager pour sensibiliser la population à se faire vacciner. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wisborn, d'avoir partagé votre expérience dans un contexte d'un très faible taux de vaccination, comme vous l'avez vu sur la carte que l'on a présentée. Donc, merci d'avoir présenté les efforts que vous faites pour fournir l'accès au vaccin aux travailleurs. J'aimerais maintenant passer la parole à une représentante, pardon, de Siwa Bharat pour partager son expérience. Rima, est-ce que vous êtes là? Allez-y. Est-ce que vous êtes là? Peut-être que votre micro est éteint. Rima, bienvenue. Ah, votre micro est éteint. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Rima Mishra. Alors, cela fait 6 mois maintenant que je suis membre du conseil de Siwa Ruab, mais je travaille avec cette organisation depuis plusieurs années maintenant. Donc, comme vous le savez, cette pandémie a eu un très gros impact sur notre travail. Dès le mois de mars, et puis ensuite, plus tard dans la pandémie, la campagne de vaccination a commencé, mais il y avait de fortes injustices et inégalités dans la vaccination. Les gens ont paniqué et ont disséminé des rumeurs selon lesquelles si on se faisait vacciner, on allait mourir. Et donc, il y avait une crainte qui était dans toute la population à l'époque. Et donc, nous avons parlé à Kendra de la question de la vaccination pour savoir ce que l'on pouvait faire dans ce genre de situation. Et puis, on a commencé à recevoir des conseils et de l'aide de différents domaines, de différentes personnes. On se demandait si on devait le faire ou pas par rapport à la pandémie. Je n'avais pas seulement mes craintes à moi, il y avait aussi les craintes de ma famille et de mes proches. Et donc, peu importe ce que l'on achetait, ce que l'on touchait, eh bien, on désinfectait tout à ce moment-là.
Et puis, quand on a dû commencer à encourager les gens à se faire vacciner, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et donc, nous avons une de nos partenaires qui est responsable d'un comité de santé qui nous a envoyé du matériel et qui nous a expliqué que l'on devait faire campagne auprès de ces personnes qui hésitaient pour la vaccination. Elle nous a envoyé des vidéos et on a montré ces vidéos à la population pour essayer de la convaincre à se faire vacciner. Donc, on voulait savoir, par exemple, quel était le vaccin disponible. L'objectif était vraiment d'encourager la population à se faire vacciner. On l'a aussi appelé certaines personnes simplement pour discuter de la vaccination. Et parfois, certaines personnes nous demandaient comment s'enregistrer, comment s'inscrire pour le vaccin. Parce qu'en fait, ces informations n'arrivaient pas jusqu'à la population. Donc, certaines personnes nous ont dit qu'en fait, elles avaient essayé de se faire vacciner, mais qu'elles n'avaient pas réussi à y avoir accès. Alors moi, personnellement, j'ai essayé de m'inscrire en ligne et d'inscrire d'autres personnes parce qu'il faut vérifier si le site est bien ouvert, si les inscriptions sont bien ouvertes. Et donc, le 29, j'ai pu m'inscrire et le 30, je me suis fait vacciner. Et puis, j'ai partagé mon ressenti, mes réflexions, et les personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit, ah, moi aussi, j'ai envie de me faire vacciner. Donc, parfois, certaines personnes peuvent s'inscrire sur le site en ligne aux alentours de midi, et puis vers 18 heures, ils reçoivent leur numéro de vaccination. Mais parfois, les gens se rendent sur place et on leur dit qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner. Donc, bien sûr, ceci est un problème parce que les gens rentrent chez eux sans avoir eu accès au vaccin. Ils étaient très inquiets, bien entendu. Alors, certaines personnes ont reçu du soutien alimentaire, notamment, et certaines personnes ne savaient pas quoi faire non plus de leurs petits-enfants en termes de vaccination. Et donc, à ce moment-là, une personne que je connais a fait une liste de tous ses proches avec à chaque fois leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. Et environ 300 personnes étaient inscrites sur cette liste. Donc, quand le camp de vaccination, donc le centre de vaccination très local, sera mis en place, eh bien, ces 300 personnes, normalement, auront accès au vaccin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pallavi, pour
ces informations sur votre expérience et le leadership des femmes dans ces communautés. Merci encore d'avoir partagé cette expérience venant de l'Inde. Je vais maintenant donner la parole à Carmen Brites, directrice de l'Union du personnel domestique auxiliaire, le UPACP d'Argentine. Carmen, vous avez la parole. Bonjour, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous venez. Je voulais vous donner une idée, pas seulement de l'expérience que nous avons en Argentine de la vaccination, mais aussi de notre expérience au niveau régional. Moi, je suis directrice de l'Union du personnel domestique auxiliaire. Et donc, je permets aussi des échanges entre les différents syndicats régionaux. C'est une situation qui a été extrêmement difficile pour toutes les personnes au monde, mais ça a été particulièrement difficile pour les personnes qui travaillaient dans le travail domestique. C'est ce qu'a dit aussi ma collègue d'Argentine des récupérateurs de matériaux. Ça a été difficile pour tout, je pense principalement pour tous les travailleurs de l'informel. Nous avons eu des problèmes aussi liés à la protection sociale. Certaines personnes n'étaient pas correctement enregistrées, donc elles n'avaient pas le droit à certaines prestations sociales. Nous avons donc une campagne de vaccination pour tous les travailleurs, que ce soit formels et informels. Nous avons aussi lutté pour que les travailleurs non enregistrés qui se retrouvent dans l'informalité aient aussi accès aux vaccinations. Et donc, il est important pour nous de continuer à lutter, notamment pour obtenir des prestations sociales. Mais nous voulons aussi que tous les secteurs de l'informel aient des lois de protection sociale. En Argentine, comme l'a dit Déborah, il y a un problème d'invisibilisation des travailleuses en ce qui concerne différents types de protection. En Argentine, nous avons 3 institutions. Le syndicat, qui est au niveau national. Mais nous avons nous-mêmes la responsabilisation de notre syndicat et de la protection sociale de nos travailleuses. Nous sommes responsables de la santé des travailleuses de ce secteur-là. Nous avons différents bureaux au niveau national aussi. Comme je vous disais, il y a ces 3 institutions. Le syndicat, c'est la maman, comme on dit, et puis les 2 autres institutions sont les enfants. Et il est important donc que ces syndicats prêtent attention aux situations de tous les travailleurs et les travailleuses de l'informel. Nous avons travaillé sur le sujet de l'information, de la santé. Et particulièrement dans le cas de la pandémie, la protection des travailleuses. Avec le syndicat principal, nous avons mis en place différentes actions. Nous avons collaboré avec des avocats qui nous ont permis d'essayer d'améliorer la protection de nos travailleuses.
Parce qu'il semblait pendant la pandémie que les seules personnes qui pouvaient être contagieuses, c'était les travailleuses à domicile. Alors que bien sûr, ce n'est pas forcément le cas. Et pour nous, il nous faut absolument protéger l'intégralité de notre secteur. Donc, nous avons travaillé au niveau national et essayé de présenter ce thème-là dans différentes sphères. Au niveau national, au niveau provincial, nous avons essayé d'expliquer la situation, particulièrement des femmes travailleuses dans cette situation. Nous avons essayé de mettre en place des distributions de produits de protection, tels que le gel hydroalcoolique, par exemple. Nous voulions faire en sorte que tous nos travailleurs, informels ou formels, enregistrés, non enregistrés, jouissent des mêmes mesures de protection, des mêmes aides. Nous avons apporté des différents types d'aides, des aides alimentaires, par exemple, à nos travailleuses pour leur famille. Il y a beaucoup de nos travailleuses qui, malgré l'interdiction du gouvernement de travailler à des domiciles particuliers, se déplaçaient tout de même. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient à l'assistance aux personnes âgées, etc., ce qui est tout de même un emploi nécessaire et qui n'était malgré tout pas reconnu comme des personnes prioritaires sur les listes de vaccination. Donc, il y a eu des personnes qui souhaitaient continuer à aller travailler, mais qui n'étaient pas payées par les employeurs. Et c'est dans ces situations-là que le syndicat a dû essayer d'agir pour les différents secteurs. Nous avons discuté avec le syndicat des maîtresses de maison. La troisième catégorie de travailleurs qui étaient les travailleurs et travailleuses qui prenaient soin des enfants, des adolescents, etc., étaient reconnus comme travailleurs fondamentaux, mais pas au même titre que les infirmiers, etc. Et donc, ces personnes de cette catégorie-là n'avaient même pas la possibilité de s'enregistrer sur les listes au même titre que le personnel de santé véritablement prioritaire. Et la situation était encore pire pour les travailleurs de quatrième catégorie, qui étaient plutôt les travailleuses à domicile particulier, travailleuses domestiques, etc. Les systèmes de vaccination étaient différents dans tout le pays. On commençait parfois par les personnes âgées ou par les plus jeunes.
En Argentine, on a commencé par les personnes qui avaient plus de 60 ans. Puis ensuite, les personnes qui avaient des pathologies médicales sérieuses. Donc, on a avancé comme ça avec les âges. Puis, on a pu petit à petit intégrer les travailleuses domestiques. Nous avions des travailleuses qui subissaient aussi malheureusement des violences de genre au sein de leur foyer. C'est quelque chose qui était important pour nous de reconnaître ce problème-là aussi au sein de notre activité. Pour tout, concrètement, pour nous, ça a été vraiment un combat compliqué, ça l'est toujours, de pouvoir arriver à un enregistrement à niveau égal de ces professions du travail de l'informel. Le but est d'obtenir vraiment la reconnaissance en tant que personnel fondamental et prioritaire de ces personnes-là et aussi un enregistrement sur les listes de vaccination. Donc, nous avons compté sur nos délégations des différentes organisations pour justement aider ces travailleuses de l'informel à s'enregistrer sur les listes de vaccination parce que, comme le disait Déborah tout à l'heure, beaucoup de ces femmes n'ont pas les moyens de matériel de s'enregistrer sur les listes. Il y a eu beaucoup d'actions prises, notamment à Buenos Aires par le ministère de la Santé, qui était vraiment très important, qui nous a permis d'enregistrer plus de personnes sur les listes, pas seulement pour les vaccinations, mais aussi pour tous autres types d'aides liées à la COVID. Il a fallu bien sûr d'abord commencer par la vaccination. Il a fallu que notre délégation vienne rencontrer les plus hautes instances, le gouvernement, pour pouvoir développer ces actions-là. Nous sommes aussi passés par les écoles, parce qu'à travers les écoles, on peut atteindre beaucoup de travailleuses de l'informel en donnant des informations dans les écoles concernant la vaccination aujourd'hui en Argentine. Donc, on avance petit à petit. Il y a des espaces dans lesquels la vaccination, la première dose de vaccination est automatique. Nous avons de nombreuses travailleuses de l'informel de différents secteurs qui sont vaccinées aujourd'hui. Nous avons moins de personnes infectées par la maladie. À la base de notre réseau, nous avions entre 30 et 50 personnes infectées par le Covid. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 ou 3 personnes dans notre réseau. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous de continuer à travailler dans cette campagne et continuer à travailler sur un protocole qui est toujours en cours. Et il faut aussi travailler et sensibiliser les employeurs. C'est quelque chose qui est important également. Il faut faire attention malgré tout parce que nous pouvons toujours, il y a toujours le risque de contagion entre nous.
Et donc, il est important de prendre les mesures qui s'imposent. Et il est important, comme je le disais, de protéger toutes nos camarades, celles qui sont enregistrées, celles qui sont non enregistrées. Il est important d'utiliser les différents outils que nous avons, la communication, la collaboration avec différents niveaux, différents secteurs de notre pays, différentes organisations, nos organisations partenaires, différentes fédérations, toutes les personnes, toutes les instances avec lesquelles nous avons commencé à travailler sur ce protocole et qui nous permettent de continuer à dire que le vaccin est très important, et ce, dans tous les pays du monde. Donc, nous sommes vraiment très contents de ce que nous avons obtenu pour l'instant, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous allons continuer à lutter. Et voilà, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais maintenant vous demander encore un petit peu de patience parce que nous avons encore une autre présentation avant la fin de ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Eva Mokoena, qui est la présidente de l'Organisation des récupérateurs africains. Eva, je vais partager mon écran, mais allez-y, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eva, pardon. Je suis basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je vais parler de la formation COVID ici en Afrique du Sud. Et ici, on essaye de montrer la différence entre la grippe et la COVID. Federico, je suis un peu perdue maintenant. Ah, désolée. Ok, dites simplement quand vous voulez que je change et je changerai de diapositive. Désolée. Ah, ok, génial. Ok, donc je vais commencer avec la première diapo. Donc ici, c'est là où nous avons commencé la formation. La formation donc des récupérateurs de matériaux pour qu'ils puissent avoir accès au vaccin. Nous avons collaboré avec différentes organisations pour avoir le matériel nécessaire pour organiser la formation. Diapo suivante, merci. Alors, l'organisation et l'ampleur du projet. Ce qu'on a découvert, c'est que la plupart des récupérateurs de matériaux ne pensent pas que la COVID est réelle. Mais c'est une maladie réelle et il y a eu des véritables diagnostics de cette maladie. Mais les récupérateurs ne veulent pas se faire vacciner à cause des rumeurs qui circulent sur les effets secondaires du vaccin, notamment. Donc, on a commencé à mettre en place du matériel de formation pour les récupérateurs de matériaux par rapport à la récupération de matériaux de manière sûre avec une référence spécifique à la COVID-19. Donc, on forme les gens à travailler de manière la plus sûre possible. Mais la question ici, c'est que l'on doit donner ces formations à la fois en anglais et idéalement dans différentes langues locales. Et donc ça, c'est un défi pour que les récupérateurs de matériaux puissent avoir accès à cette formation dans différentes langues.
On leur apprend comment travailler en sécurité. On leur donne parfois des masques aussi pour qu'ils puissent se protéger sur leur lieu de travail, que ce soit dans les décharges ou dans la rue. Nous avons aussi des groupes spécifiques que l'on forme, c'est-à-dire que on forme, pardon, des groupes de 5 personnes, plus ou moins. Alors, ça, c'était la première phase. Et maintenant, la deuxième phase, c'est de mettre au point du matériel de formation pour aider à l'intégration des secteurs informels et formels des récupérateurs de matériaux. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de former ces deux secteurs à travailler de manière sûre, en toute sécurité et à gérer la question de la vaccination. Diapo suivante. Merci. Alors, on a commencé à former les gens à la suite des restrictions et des confinements liés à la COVID-19. Donc, je pense que ça a commencé l'année dernière. Quand on parlait aux gens de la COVID-19, quand on leur expliquait l'importance de se protéger face à cette maladie, comme je le disais, l'animateur rencontre différents petits groupes afin d'éviter qu'il y ait trop de déplacements dans le pays et pour limiter l'exposition des travailleurs au virus. On essaye de les sensibiliser au fait que le virus circule et qu'en plus maintenant, il est en train de changer. Et lorsqu'on leur parle de la COVID-19, on leur demande aussi de partager leur expérience et d'expliquer comment ils voient, comment ils comprennent ce virus. Nous limitons au maximum les méthodes traditionnelles de jeu et d'activités d'apprentissage qui nécessitent un contact. En fait, la plupart des gens ne croient pas aux mesures de distanciation sociale, surtout quand ils sont en groupe. Ils se touchent, ils ne mettent pas de masque, ils se parlent sans distanciation. Donc voilà, c'est un problème. Ici, c'est l'endroit où moi je travaille. Donc, nous formons des formateurs, en fait. Voilà les récupérateurs avec lesquels je travaillais près d'une décharge et où on parlait de la vaccination contre la COVID-19. On essayait de voir comment on pouvait inscrire les récupérateurs de matériaux pour qu'ils puissent avoir accès à la vaccination. Alors ici, nous avons les activités de formation liées à la COVID. Nous avons des petits ateliers avec des groupes cibles qui doivent tester le matériel de formation pour s'assurer que le matériel est de bonne qualité. Nous avons aussi, notre matériel est également vérifié par des professionnels de la santé. Nous avons aussi mis l'accent sur la gestion de la sécurité au travail et sur la question de la vaccination. On s'assure de vraiment expliquer aux gens comment ils peuvent s'inscrire pour la vaccination. Mais ce que l'on a remarqué, vraiment, c'est que la plupart des gens ont peur de se faire vacciner à cause de la désinformation qui existe et de la mésinformation qui existe également. En fait, vous vous rendez compte que quand vous allez dans un centre de vaccination, on ne vous dit rien sur le vaccin. Ils prennent simplement votre carte d'identité, ils vous demandent de venir et puis ils vous vaccinent. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de partage d'informations.
Et donc, en fait, de nombreuses personnes sont mortes à cause du vaccin parce qu'elles n'avaient pas elles n'avaient pas d'informations. Et donc, elles ne savaient pas si c'était un risque pour elles ou pas. Alors, le premier groupe a déjà été formé. Donc, nous avons formé environ 50 personnes pour l'instant déjà. Alors, diapo suivante. Donc ici, on peut voir un site de décharge. Voilà, le site de décharge de Palm Springs. Et dans cette décharge, on expliquait aux gens ce qu'était la COVID-19 et on leur expliquait pourquoi il était important de se faire vacciner. La plupart des récupérateurs de matériaux ne sont pas venus, ne veulent pas venir parce qu'ils pensent qu'on joue un jeu. On joue au jeu de la COVID-19 d'une certaine manière. Mais certains sont venus, principalement des femmes en fait. Ils sont venus nous écouter, ils sont venus écouter ce qu'on avait à dire. On leur a parlé de la vaccination et on leur a rappelé l'importance de se faire vacciner. Et on leur a aussi rappelé qu'il était important de vérifier son état de santé avant d'aller se faire vacciner. Parce que certains nous disaient non, mais mon ami est mort après s'être fait vacciner. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, voilà. Et donc, on s'est assis avec eux, on les a écoutés, on a discuté avec eux et ils nous ont expliqué comment la vaccination se déroule dans les endroits d'où ils viennent. Donc voilà, c'est très important aussi, ce dialogue. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons formé environ 50 récupérateurs et récupératrices de matériaux. Quand on fait une formation, on accompagne cette formation d'une campagne d'inscription à la vaccination. À Brixton, nous avons travaillé avec le Brixton Community Forum pour inscrire les gens à la vaccination et pour les transporter jusqu'au centre de vaccination. Alors, en fait, simplement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur du vaccin. Ils ont peur du fait que ça risque de les tuer. Mais on continue à travailler, on continue à les sensibiliser et à leur expliquer, en fait. Donc ici, on a aussi essayé de sensibiliser les jeunes et les enfants à la vaccination. Alors, diapo suivante. Maintenant, grâce aux formations que l'on a organisées, grâce au fait que l'on va partout dans la ville pour parler de la COVID-19, les gens commencent à croire en effet que la COVID-19 est une vraie maladie, même s'ils ont peur parce que les réseaux sociaux parlent de ceci, ceci et cela. Et donc, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, certains arrivent à l'analyser, mais certains n'y arrivent pas. Et le gouvernement ne fait vraiment pas grand-chose pour discuter avec la population de cette question, principalement les travailleurs et les travailleuses de l'informel. Ils n'ont aucune information. On leur dit simplement, allez vous faire vacciner, mais on ne leur explique pas comment fonctionne le vaccin, à quoi il sert exactement, etc. Quelles sont les contre-indications aussi. En plus, la vaccination est majoritairement réalisée dans les hôpitaux et les gens ont peur d'y aller. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est que nous écoutons
ce que les gens ont à dire. Nous écoutons leur expérience par rapport à la vaccination et nous réagissons par rapport à ce qu'ils nous disent. Voilà comment on fait nos formations. On s'écoute, ils nous disent ce qu'ils ont à dire, toutes les choses qu'ils ont à dire sur la COVID-19, sur les symptômes, sur la vaccination, sur leurs hésitations, etc. Et après, on ouvre le dialogue. Par exemple, ils ne comprennent pas les symptômes. Ils disent oui, mais cette femme avait simplement de la fièvre et puis quelqu'un d'autre avait d'autres symptômes. Donc vraiment, ils ne comprennent pas. Deux récupérateurs avaient la COVID et il y en a une qui a juste dit ah, j'ai mal à la gorge et le lendemain, elle n'était plus là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec eux. Et en fait, on a réussi à inscrire la majorité des récupérateurs et récupératrices avec leur carte d'identité ou leur passeport après les séances de formation. Mais le problème, c'est que le système ne nous autorise pas à inscrire les personnes qui n'ont pas de carte d'identité ou de passeport. Donc ça, c'est vraiment un problème pour l'inscription. Alors, ici, c'est là où nous inscrivons les récupérateurs et les récupératrices qui veulent se faire vacciner après les séances de formation, notamment près des centres de métro. Donc, on les a formés, on en a parlé encore un peu après, et puis ils viennent et ils se font vacciner. Ils s'inscrivent pour se faire vacciner. Voilà. C'était la dernière slide. Merci, Eva. Merci beaucoup, Eva, d'avoir partagé avec nous cette expérience et d'avoir partagé ce scénario local avec nous. Je vais maintenant donner la parole à Christy et à Mike pour les dernières paroles de ce webinaire. Pardon, Federico. Federico? Oui, je vous entends. Je voulais aussi vous dire que l'an dernier, quand la Covid a commencé, il y a eu le confinement et certains récupérateurs de matériaux se sont retrouvés à la rue, sans nourriture. Et il nous a fallu trouver des solutions pour leur donner de la nourriture, de l'espoir. Il a fallu leur apprendre à ne pas perpétuer des comportements de violence pendant qu'ils travaillaient. Nous avons aussi récupéré des colis alimentaires pour les donner à ces personnes-là. Et c'est quelque chose que nous faisons encore. Voilà, merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup, tout le monde, pour tous vos témoignages, pour avoir partagé votre travail important et pour nous avoir prouvé que la solidarité a un pouvoir incroyable. Je pense que je parle pour tout le monde, au nom de tout le monde, en disant que nous avons tous été extrêmement touchés par vos témoignages aujourd'hui. Je crois que nous avons beaucoup dépassé le temps qui nous était imparti, donc il nous reste à peine vraiment quelques minutes pour des questions-réponses. Je vois que certaines personnes ont écrit quelques messages alors dans le chat, mais aussi dans la boîte de dialogue de questions-réponses. Je crois que nous allons simplement prendre une question de la boîte de dialogue questions-réponses qui sera posée à tous les présentateurs. Donc, une question pour vous 6. Comment pensez-vous pouvoir être soutenu par WeGo, par d'autres organisations? Est-ce que vous pouvez me dire en une phrase rapide qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer vos efforts sur le terrain? Je pense que les réponses peuvent être faites dans le même ordre que les présentations. Commençons par Déborah.
Déborah, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pensez que WeGo et d'autres organisations peuvent vous soutenir en ce moment, soutenir le travail que vous faites? Pardon, est-ce que vous pourriez répéter la question de nouveau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En une seule phrase, comment est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'aide, de soutien? Comment est-ce que d'autres organisations peuvent vous aider maintenant dans votre processus actuel en renforçant nos équipes de santé? D'accord, très bien. Merci, Déborah. Maintenant, passons à Aline. Aline, vous avez la parole. Ici, WeGo participe beaucoup à nos efforts pour soutenir les récupérateurs de matériaux, mais il est important de renforcer les institutions. C'est aussi une bonne façon de nous soutenir. Merci beaucoup, Aline. Maintenant, Wisborne. Wisborne, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Très bien, allez-y, répondez à la question. Ah, très bien, je n'ai pas raté mon tour. Rapidement, je pense qu'il faut que nous continuions à recueillir des données sur les personnes pour savoir qui s'est fait vacciner, combien de personnes se sont fait vacciner et continuer à encourager les personnes qui ne le sont pas à se faire vacciner. Il faut continuer à expliquer aux gens, à communiquer sur les risques de la Covid. Il faut savoir qu'il y a toujours aussi des risques, même après la vaccination aussi. C'est quelque chose qu'il faut expliquer. Merci beaucoup. Wisborne, Rima. Rima, est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas Rima. Rima? Oui, tout à fait. Sinon, nous pouvons passer à Carmen et nous réessaierons de contacter Rima. Carmen, vous avez la parole. Oui, nous pensons qu'il est important de continuer à travailler sur sur tout ce qui est information de tout type, de tous les côtés, et de collaborer avec l'État pour avoir des politiques publiques liées aux enregistrements professionnels, aux enregistrements liés à la vaccination, et expliquer à tout le monde qu'il est possible de continuer à vivre après la vaccination en prenant les mesures nécessaires, en continuant à perpétuer nos activités habituelles, mais aussi d'autres activités de la vie de tous les jours. Et qu'il est important de continuer à porter un masque et à prendre les mesures habituelles. Et cela devrait permettre d'éviter de générer de nouveau des contagions. Et c'est quelque chose qui est important pour notre secteur à nous, mais aussi pour la sécurité, pour la société en général. C'est quelque chose d'important, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain. Et je pense que c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Chacun est responsable de sa santé, mais aussi de la santé de son voisin. Donc, il est important de continuer à travailler sur la vaccination, sur son importance, et il est important aussi d'arriver à suffisamment d'informations liées à cette vaccination. Merci beaucoup, Carmen. Eva, vous avez la parole. Merci beaucoup, Federico. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des travailleurs de l'informel, pas seulement les récupérateurs de matériaux, eh bien, ils n'ont pas d'importance pour le gouvernement. Le gouvernement ne s'intéresse pas à nous. Nous devons s'occuper de nous-mêmes, nous devons faire nos propres recherches et nous devons partager ce que nous obtenons entre nous et nous encourager les uns les autres à se faire vacciner. Vous savez, en ce qui concerne la vaccination,
il faut expliquer aux gens la façon dont le vaccin fonctionne, comment ça fonctionne à l'intérieur de notre corps. Et il faut aussi expliquer que la vaccination ne signifie pas qu'on ne peut pas attraper le Covid. On peut toujours attraper le Covid. Mais il faut aussi insister sur la façon dont la maladie peut vous atteindre si vous n'êtes pas vacciné. Et je pense que de cette façon-là, nous avancerons. Et il est toujours important d'obtenir plus de soutien de WeGo, d'autres organisations, pour faire circuler ces informations-là. C'est quelque chose qui est assez difficile pour certains d'entre nous. Parce qu'il est parfois difficile de voyager et on a l'impression d'être laissé de côté parce qu'on ne peut pas atteindre les plateformes de vaccination, par exemple. Et donc, il est important de partager ces informations-là avec nos récupérateurs et récupératrices de matériaux. Il est aussi important de renforcer nos efforts concernant la vaccination des migrants. Parce que j'aimerais aussi pouvoir travailler avec des personnes qui s'occupent de ces personnes-là. S'il y a des personnes ici présentes qui travaillent auprès des immigrés dans les pays d'Afrique, j'aimerais travailler avec vous pour essayer de discuter de différents problèmes de vaccination parce que certains d'entre eux n'ont même pas de pièce d'identité et donc c'est très difficile pour eux d'obtenir le droit à la vaccination. Merci beaucoup. Merci Eva. Christy, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Avant de clôturer cette réunion, j'aimerais beaucoup remercier tout le monde ici présent qui avait partagé vos expériences avec nous. Nous sommes vraiment ravis et privilégiés d'avoir pu écouter vos témoignages. Nous avons beaucoup appris. Merci à tous ceux parmi vous qui sont venus simplement en tant que participants à ce webinaire. Désolée, nous avons vraiment dépassé le temps qui était originalement imparti à cette réunion. Nous essaierons de faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup à tous. J'ai précisé dans le chat que ce webinaire n'est qu'un premier pas, en fait, une première étape. La première intervention d'une plus grande conversation. Je pense que ce que nous voulons faire de façon générale, ce sera de rester en contact avec le plus de personnes parmi vous que possible, de façon à organiser d'autres webinaires à l'avenir. Nous voulons vraiment continuer à avoir cette conversation, à la nourrir. Nous avons lancé un fichier Google Drive qui est accessible à tout le monde. Vous y trouverez les enregistrements des différentes présentations aujourd'hui dans les différentes langues. Donc, je vous enverrai le lien dans les jours à venir, comme ça vous y aurez accès. Nous voulons vraiment rester en contact avec vous tous. Encore une fois, merci vraiment à vous tous et je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée, de soirée en fonction d'où vous êtes et nous allons être en contact avec vous bien vite.